Merci Madame la Présidente. Ce débat d'orientation budgétaire a été déjà abordé dans les déclarations liminaires et comme vient de le dire notre collègue Alain Joyandet, François Sauvadet a posé un certain nombre de questions et je propose que les réponses qu'il demande soient données cet après-midi quand il sera de retour. Au gré, il y a pas mal de questions qui portent sur les transports. Nous avons des dossiers de transport importants cet après-midi et on amènera les réponses à ce moment-là. Je vous propose ça pour clarifier les débats et que l'on soit dans la sérénité, la transparence et l'écoute de l'autre. Alors, ces orientations budgétaires, François Sauvadet l'a dit, il a totalement raison. Nous vivons une situation exceptionnelle avec une prise de conscience forte de l'ensemble de nos concitoyens, souvent quelles que soient leurs options politiques, et nous avons souhaité, la présidente a souhaité, une présentation inhabituelle du DOB. Une présentation inhabituelle du DOB. Et ce n'est pas un discours de circonstance, puisque je l'ai présenté en commission des finances, et je l'ai présenté ainsi. C'est-à-dire que nous avons fait le choix d'une présentation moins académique. Elle n'est pas par fonction, mais c'est une présentation qui permet de comprendre comment nos politiques publiques s'inscrivent dans le changement climatique et ses conséquences. Après un préambule qui rappelle la mise en œuvre de notre stratégie de mandat autour de la bataille pour l'emploi, du développement plus durable et plus équitable et du vivre ensemble dans la nouvelle grande région, 3 parties structurent ce document. Le changement climatique et ses conséquences, les évolutions des politiques régionales et les projets structurants, et les perspectives budgétaires, ce qui est normal, c'est l'enveloppe budgétaire et son épure générale. Présent en annexe, la présidente l'a rappelé, le rapport d'évaluation finale de la dotation extra-financière réalisé par le cabinet ETI-France. Nous avions eu un débat à l'époque sur la nécessité de prendre un cabinet spécialisé. Celui-ci nous indique le niveau actuel de la collectivité régionale au regard des objectifs de développement durable et il nous gratifie d'une excellente note de 67 sur 100, mais surtout, ce qui est important, de l'ensemble des marges de progrès à réaliser à l'avenir. Ce sont donc des éléments prospectifs et le suivi, naturellement, sera nécessaire. Il ne faut pas s'arrêter au constat d'un jour. Et l'administration, les élus se sont déjà mis en charge de commencer à répondre sur certaines obligations où nous ne sommes pas bons, il faudra progresser. Mais revenons sur chacune des parties. Dans le préambule, un rappel du chemin parcouru depuis décembre 2015, la fusion des 2 administrations, la refonte de nos règlements d'intervention, même s'il reste encore quelques éléments à travailler, on y reviendra cet après-midi, l'exercice de nouvelles compétences, qu'il faut bien rappeler, qui souvent étaient nouvelles pour nous et notre administration, et la mise en œuvre de notre stratégie de mandat. Aujourd'hui, 35 engagements et 15 mesures clés identifiées de cette stratégie sont traduits dans les faits avec des résultats réels. Déclinée sur 3 grandes priorités, cette stratégie de mandat sera parachevée au cours de l'année 2020. La progression des moyens alloués aux investissements, les ajustements des règlements d'intervention présentés et les actions menées le démontrent. Nous poursuivrons donc en 2020 notre feuille de route en nous attachant à pérenniser et amplifier nos actions pour garantir notre développement économique, favoriser l'attractivité de notre région, accompagner la révolution numérique, contribuer à un juste équilibre des territoires, soutenir le pouvoir d'achat, en particulier des plus modestes. La première partie porte sur les conséquences du changement climatique. C'est la marque de fabrique de ces orientations budgétaires et c'est bien une nouvelle étape pour notre collectivité dans la prise en compte du changement climatique, de ses conséquences et la mise en œuvre de la stratégie globale de transition énergétique.
Il faut cesser de penser que l'on a le temps de faire et surtout que ce sont les autres qui sont concernés. Le temps presse et chacun doit se sentir concerné et doit modifier ses comportements. C'est bien cette vision transversale que nous voulons avoir. Toutes les politiques régionales, tous les dispositifs doivent contribuer à la transition écologique. Le changement climatique doit devenir une matrice de nos politiques publiques, de réponse de nos politiques publiques. Nous sommes parfaitement préparés à cela. L'inflexion donnée l'année dernière avec la prise en compte des ODD, notre collectivité est considérée comme ayant une maturité avancée sur ce sujet. Le SRADEC, ici 2050, arrêté par l'Assemblée plénière en juin, est une autre brique de cette ambition de faire de la Bourgogne-Franche-Comté, je parle bien de l'unité géographique Bourgogne-Franche-Comté et pas notre collectivité, une terre pionnière de la transition écologique. Ce schéma s'inscrit pleinement dans le cap fixé par les 17 objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Aménagement, égalité des territoires, intermodalité, transport et mobilité. Excuse-moi de t'interrompre, c'est juste technique. Il y avait quand même pour la clarté... Non, mais c'est après, ça. Non, le PowerPoint est après le texte. Oui? Non, mais là, je fais une présentation de l'ensemble, oui. Bah, attendez, les différents groupes ont parlé à peu près 45 minutes chacun. Même si la présidente coupe le temps long, c'est quand même révélateur. Mais non. Oui, mais si, c'est après ça. Donc, le changement climatique. Ça, effectivement, c'est après. Oui, c'est après. Moi, je pensais qu'il y avait un PowerPoint. Non, il n'y a pas de PowerPoint pour présenter ça. Ok. Voilà. Pardon. Voilà. Je vois le mépris avec lequel certains prennent les propos. C'est long. C'est un document, le président l'a dit, de 140 pages dont il est nécessaire de donner l'architecture générale. Voilà. Oui, j'aime bien payer les notes de tout le monde, voilà. Alors, je continue. Le SRADEC, donc, ce schéma s'inscrit directement dans ses objectifs avec l'aménagement et l'égalité du territoire, l'intermodalité, transport et mobilité, climat, air, énergie, protection et restauration de la biodiversité et prévention et gestion des déchets. Enfin, la stratégie opérationnelle de transition énergétique votée fin 2017 nous a permis de mettre un cadre et d'avancer dans l'intégration des objectifs de transition énergétique dans nos dispositifs régionaux. Le changement climatique et ses conséquences est donc la clé de nos orientations budgétaires pour développer avec toujours plus de détermination nos politiques publiques dans la construction d'outils innovants pour mener à bien cette transition écologique et pour prendre en compte les impacts du changement climatique qui se font sentir, en particulier dans le secteur agricole ou dans nos forêts, et construire avec les acteurs des modèles de fonctionnement plus résilients. Ainsi, nos politiques poursuivent plusieurs objectifs. Contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique avec l'amélioration de l'efficacité énergétique des logements. C'est un pilier essentiel de notre action. Le programme EFILOGI restera le fer de lance de la région. Des outils d'ingénierie financière seront mis en place en faveur des propriétaires particuliers, notamment en direction des revenus les plus bas. Les politiques régionales visant à favoriser la production d'énergie renouvelable seront poursuivies avec un travail de solarisation des toitures de nos lycées, la création de nouveaux outils de financement pour les énergies renouvelables en partenariat avec des organismes financiers avec l'objectif de créer un fonds d'investissement en région est mis sur les fonds baptismaux. Les mobilités constitue également un champ essentiel d'économie de carbone. Nous poursuivrons le développement d'une offre de mobilité bas carbone attractive. Le renouvellement des matériels ferroviaires roulants qui se poursuit va permettre d'avoir un parc plus propre. L'hydrogène sera expérimenté comme une nouvelle énergie pour nos trains. Enfin, le système d'information multimodal Mobigo intégrera de nouvelles fonctionnalités permettant
rendant plus fluide l'information en temps réel du voyageur sur tous les modes de transport offerts, permettant d'aller d'un point A à un point B, l'acquisition d'un panier de titres de transport en un seul clic sera déployée en 2020. L'agriculture est également fortement présente car c'est un secteur essentiel. Sous deux aspects, les deux sécheresses de 2018 et 2019 ont été critiques pour les agriculteurs, ce qui a conduit la région à mettre en place des mesures permettant de répondre aux situations d'urgence. Il faut aujourd'hui aller plus loin et, aux côtés de la profession, contribuer à la construction d'un modèle plus résilient. Les bâtiments agricoles, la gestion des fourrages, les récupérations d'eau de pluie, la diversification des revenus sont quelques-unes des solutions sur lesquelles nous avançons. Dans un même temps, nous accompagnerons la profession agricole dans des efforts pour construire des modèles toujours plus économes en carbone. Les chèques audits en particulier évolueront en partie pour proposer l'initiation de nombreuses approches bas carbone, puis en expérimentation. La forêt est également au cœur de nos enjeux de transition énergétique, tant elle est victime du changement climatique, mais peut-être également aussi force motrice de nouvelles solutions. Nous proposerons des actions d'urgence, à la fois pour gérer les conséquences de la sécheresse, accompagnement des acteurs forestiers pour sortir les bois malades des forêts, et des solutions à moyen terme pour élaborer une véritable stratégie de repeuplement des zones sinistrées. Notre action s'orientera donc sur le long terme vers une action déterminée pour contribuer avec les acteurs à la préservation de nos forêts. En parallèle, la forêt doit être actrice du changement climatique, aussi bien grâce aux fonctions écologiques qu'elle remplit que grâce à l'action raisonnée, l'utilisation raisonnée des fonctions du bois, tant pour la construction que comme moyen de chauffage renouvelable. Nous amplifierons notre action pour promouvoir les modèles de gestion exemplaires des forêts afin de préserver cette ressource naturelle. L'Agence régionale de la biodiversité, comme l'Observatoire régional, seront pleinement effectifs en 2020, ce qui permettra à la région de mettre en œuvre pleinement sa stratégie régionale de biodiversité. L'éco-conditionnalité des aides continuera d'être déployée en 2020. Nous présenterons en particulier, dès cette assemblée plénière de novembre, un nouveau dispositif de soutien à l'immobilier d'entreprise qui vise à développer les projets éco-compatibles. À partir d'un état des lieux exhaustif, le plan déchets définit une stratégie globale à l'échelle de la région, intégrant tous les gisements de déchets, quels que soient leurs producteurs, avec un volet d'économie circulaire. Comment transformer les déchets en ressources locales? C'est le pari qui est devant nous. Les actions de rénovation des lycées seront poursuivies, en particulier en ce qui concerne l'investissement lié à la transition écologique en croissance constante depuis le début du mandat. L'année 2020 sera marquée par une nouvelle action menée sur les déchets de la restauration scolaire, à la fois en poursuivant la lutte contre le gaspillage et en entrant progressivement dans une logique de valorisation des biodéchets. Ensuite, contribuer à l'adaptation du changement climatique pour l'agriculture et la forêt déjà citée. Il y a aussi le tourisme qui doit s'adapter aux impacts du changement climatique, de nouveaux critères d'efficience énergétique sur les bâtiments, des projets touristiques plus axés sur le développement durable et la biodiversité, et une anticipation des conséquences du changement climatique sur l'économie touristique, notamment en zone de montagne. C'est l'actualité qu'il faut traiter et que nous allons traiter. Nous le faisons avec des moyens d'accompagnement dans nos propres compétences. Et au premier rang de ces moyens, la formation. La formation professionnelle initiale comme des demandeurs d'emploi doivent sans cesse s'adapter aux nouvelles compétences et aux nouveaux métiers de la transition écologique. Nous soutiendrons donc cela tant pour accompagner l'émergence de bonnes pratiques, par exemple les éco-chantiers, que pour répondre aux besoins de demain en matière de nouvelles techniques. Et l'action de la région en matière d'éducation à l'environnement sera poursuivie à destination des jeunes comme des adultes, mais aussi dans le cadre de l'offre régionale. Et on aura un dossier cet après-midi que
la présidente présentera le Festival des solutions qui va totalement dans ce sens. Donc notre collectivité se doit enfin d'être elle-même exemplaire et nous avancerons en 2020 sur notre politique d'achat responsable comme sur une communication plus durable. La deuxième partie, c'est sur les évolutions des politiques régionales et les projets structurants que nous avons voulu mettre dans ce dossier. C'est la feuille de route pour l'économie de proximité afin de soutenir les activités tournées vers les besoins des populations sur l'ensemble du territoire. C'est à la fois une contribution à l'emploi et à un aménagement du territoire équilibré. La feuille de route innovante sur l'hydrogène, où on a d'énormes atouts grâce à sa recherche, aux entreprises. L'hydrogène est une opportunité économique, une opportunité d'emploi et un atout de transition écologique. Cette feuille de route nous donne les moyens d'avoir une ambition forte pour développer cette filière. L'attractivité de notre région, j'en ai déjà parlé, notre stratégie de développement numérique, le suivi de la loi d'orientation des mobilités et la mise en place, les fonds européens et le transfert de la compétence orientation seront d'autres dossiers structurants que nous aborderons en 2020. Cela, nous le faisons dans le cadre de finances. Et donc, je vais vous présenter, là, le diaporama est prévu pour cela. Dans quel contexte on le fait? Mais je pense que tout le monde avait parlé avant de son point de vue sur le texte. Permettez quand même qu'on donne globalement tout cela, et plus rapidement que les questions qui ont été posées. Donc sur les orientations budgétaires, on va défiler rapidement les slides. Le premier slide traditionnel, et il vous sera remis aux élus après naturellement, c'est le contexte national que l'on retrouve dans la loi de finances, c'est-à-dire une croissance du PIB sur 1,4, le taux d'inflation 1,3, le taux d'inflation 1,4 et le taux de chômage 7,8. C'est dans ces perspectives que l'on est, et avec aussi l'encadrement de l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement qui reste en vigueur avec 1,2. Et avec notamment une réforme de la fiscalité locale qui est en cours sur le bloc communal et les départements. Sur slide suivant, sur la stratégie de la région, elle est la même, maintenir une épargne brute solide pour pouvoir continuer d'investir, avoir une capacité d'investissement, disposer des marges de manœuvre directes pour la mise en œuvre des politiques publiques, et puis augmenter l'investissement régional sur le mandat, et ceci avec une maîtrise du recours à l'emprunt, en se limitant à une capacité de désendettement calculé au niveau réel, inférieur à 6 ans. Slide suivante. Sur l'évolution de l'autofinancement, je vous donne les chiffres prévisibles pour 2019, où nous devrions être en absolu à 228 millions, comme l'année dernière, 127 millions. Mais comme notre budget augmente, il y a une légère diminution du taux qui passe de 18,2 à 17,8. L'endettement régional, l'évolution prévisible, nous allons passer à 704 millions, ce qui veut dire à peu près une cinquantaine de millions empruntés en plus, en stock, par rapport aux autres années. Donc ça, c'est l'état prévisible de la situation. Slide suivante. Nous avons là, en termes de prévision, l'évolution du budget en dépenses, crédit de paiement, investissement et fonctionnement. Nous sommes en progression, ça c'est les différents transferts que l'on a, le PRIC et tout. Nous passons à 1,5 milliard. Je rappelle que 2016, nous étions à 1,1 milliard. Et c'est l'addition des nouvelles compétences qui nous ont été attribuées qui amènent tout cela. Slide suivante. L'évolution des dépenses d'investissement hors dette. Nous atteindrons le chiffre de 400 millions cette année, 2019, et vous voyez la progression 2016-2019. Slide suivante, les hypothèses d'évolution de recettes que nous avons prises. Il y a toujours un pari, notamment sur la CVAE. L'année dernière, au gré des réunions plénières budgétaires, nous avons annoncé des chiffres différents parce que la DGFiP a un mal fou à nous donner cela. Et quand on regarde département par département, nous avions des variations d'une année à l'autre
qui parfois nous interrogent fortement. Nous avons fait le pari de 2%. Une forte instabilité donc, d'ailleurs la Cour des comptes dans son rapport national l'a signalé. La fraction de TVA, c'est l'hypothèse de 2% qui est retenue, mais nous avons de fortes incertitudes sur la ressource apprentissage, puisqu'on perd la compétence, et il y a tout un débat mené par Région de France, et je dois dire, au jour d'aujourd'hui, et les documents qu'on vous a envoyés datent d'un mois, l'univers ne s'est pas éclairci et nous avons toujours un flou arithmétique profond. Et je pense que Stéphane Guiguet, qui suit ce sujet-là à Région de France pour notre collectivité, pourrait y revenir si vous avez des questions sur le sujet. Slide suivante, les cartes grises. Nous avons l'assiette, mais nous rappelons que nous sommes une des régions, elles ne le font pas toutes, avoir l'exonération en faveur totale, en faveur des véhicules propres, notamment l'hybride est considéré comme un véhicule propre. Hein. C'est un point à dire, faut le signaler. La poursuite des baisses de dotation de l'État, ça c'est le PLF, moins 9,2%. Les ressources en TICPE qui restent stables à périmètre constant. Le prix qui vient avec un décalage d'encaissement, on le verra au moment du budget, c'est-à-dire on récupérera que 2 ans après la fin du prix l'ensemble de ce que l'on a mis en avant. Les recettes aussi, globalement, progressaient d'environ 1% en moyenne annuelle 2020-2022, c'est un peu les prévisions que l'on ressent. Ensuite, vous avez donc la répartition, là je vais par ce que représente chacun des blocs de recettes où on a à peu près quand même une certaine stabilité, même si on a des recettes qui sont plus dynamiques, il faut reconnaître, CVE et fraction de TVA, que celles que l'on aurait pu avoir, mais ça c'était une bataille des régions pour l'obtenir. Slide suivant, l'hypothèse pluriannuelle d'évolution des dépenses de fonctionnement. Donc, c'est un enjeu nécessaire. Le budget, on sait, quand on parle des dépenses de fonctionnement, ce sont plutôt des dépenses d'intervention. Notre partie de fonctionnement de l'administration régionale et de tout ce qu'elle constitue est plutôt faible dans ce budget. On ne peut pas, et a tendance à évoluer au-dessus des 1-2%, on le verra dans le budget. La prise en compte des actions prioritaires résultant de la mise en œuvre des politiques publiques régionales, la transition énergétique, pouvoir d'achat et notamment. Et puis, nous avons les ressources humaines. Il y a le GVT, mais il y a aussi le pacte social où on complète ce que nous avions fait. Il y a des lois qui sont intervenues qui vont impacter. Et là où on peut maîtriser, nous maîtrisons tout en gardant la même efficacité. Et ce sont les grands comptes. C'est là-dessus qu'il faut faire l'effort très, très vigilant. C'est la contribution TER, on verra cet après-midi. C'est la stabilisation des dotations données au lycée. C'est les politiques d'achat et de moyens généraux. On essaie de faire profiter de la masse que l'on représente de commandes publiques pour avoir des prix meilleurs. Et puis l'optimisation des charges financières et notamment de la dette. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Donc, si on prend le stock d'AE au 1er octobre 2019, nous sommes à 478 millions d'AE. Ça concerne principalement la formation professionnelle et l'apprentissage et les dépenses liées au transport, où on a le stock d'AE le plus élevé. Ensuite, sur la trajectoire d'investissement. Alors, suite pour éviter, c'est une des réponses à apporter à une remarque de François Sauvadet. Pour éviter, c'est une proposition d'Alain Joyandé, qu'on mette, et nous l'avons traduite, il l'a rêvé, nous lui proposons, c'est de mettre sur la même diapo à la fois la dépense d'investissement prévue au budget et le réaliser vers lequel on va tendre. Parce qu'on sait très bien que quand on fait un budget, on est obligé de gager des dépenses dans toutes les actions, dans toutes les fonctions. Et on ne veut pas, et on réalise globalement à 90%. Donc il y a un décalage entre les deux. Donc ce qui explique des différences de chiffres, c'est que en 2019, nous avions prévu 437 millions,
et nous allons réaliser 400 millions. En 2020, nous avons une trajectoire, ça va s'adapter au fil de budget, à 527 avec une réalisation à 474. En 2021, le pic qu'on a réussi quand même à lisser, et on pourra expliquer au moment du budget comment, de 580 à 500 et 522 en consommation prévisionnelle. Et puis, 2022, le pic a un peu passé, mais on est quand même à 495, autour de 500 millions réalisés prévisibles, pour une inscription budgétaire de 550. Je pense que cette diapo, merci Alain, permet de ne pas zapper d'un document à l'autre et d'avoir tout indiqué dans ce qui concerne nos prévisions. Slide suivant. Alors là, c'est un peu pour dernière session, on avait parlé un peu de finances et de budget. Il y a eu un grand débat sur l'investissement. Donc, Région de France réalisait à l'époque une consolidation à partir du CA 2018 de toutes les régions. La région Bourgogne-Franche-Comté est dans la première moitié. Il y a 2 critères pour le juger, les dépenses réelles d'investissement par habitant, où nous sommes à 122 € par habitant pour une moyenne de 119. Et nous sommes devant des régions comme Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes devant Grand Est, nous sommes devant Hauts-de-France, nous sommes devant Nouvelle-Aquitaine, nous sommes devant Pays de Loire et nous sommes devant Provence-Alpes-Côte d'Azur Sud maintenant. L'autre critère, c'est les dépenses réelles d'équipement brut par habitant, qui est un autre critère. La moyenne est 39 € par habitant. Et nous sommes là à une moyenne de 40, donc légèrement au-dessus de la moyenne. Et nous sommes devant Auvergne-Rhône-Alpes, devant Centre-Val de Loire, devant Grand Est, devant Hauts-de-France, devant Normandie, devant Pays de Loire, et tout juste à égalité avec Sud. Tenez à le dire, parce que ce sont des éléments objectivés avec des critères qui permettent de mesurer l'effort d'investissement que l'on fait. Slide suivante. Le PPI, donc là, c'est le programme prévisionnel des investissements 2020-2022 en crédit de paiement, hors fonds européens. Donc vous avez tous les chiffres qui sont indiqués avec en premier notre patrimoine, la gestion immobilière des lycées, puis les transports et mobilité, l'aménagement du territoire, l'économie, qui sont tous plus des chiffres qui se mesurent en centaines de millions. Ensuite, les perspectives qui intègrent les engagements pluriannuels, c'est-à-dire le stock d'autorisation de programme, et ça nous avait été demandé notamment par la Chambre régionale de comptes d'être plus clair sur ce domaine-là, et nous vous amenons les éléments, et c'est plus en détail dans le DOB, c'est le stock d'APE au 1er octobre 2019, 1,2 milliard, si on me l'enlève, 1,2 milliard, et là on voit bien que le transport, l'enseignement, l'aménagement de territoire, là aussi sont dans les stocks les parties les plus importantes avec les fonds européens. Ensuite, slide suivante s'il vous plaît, sur les synthèses financières pluriannuelles, là l'évolution des dépenses de fonctionnement qui sont en bleu, les recettes réelles de fonctionnement qui sont en rouge, on est sur un peu sur une tendance stabilisée. Sur les hypothèses d'évolution du budget d'investissement hors dette et des recettes, là on a les pics qui ont été signifiés tout à l'heure, et c'est intéressant de voir ça au regard des recettes d'investissement que nous avons. Donc sur l'évolution 2020-2022, vous voyez que ce sont des chiffres d'évolution qui sont maîtrisés et qui doivent nous permettre de garder cette santé financière que nous avons dans notre région. Slide suivante, c'est le taux d'épargne brute. Alors là, 2 taux, puisque le PRIC nous impacte dedans. Donc vous avez le taux hors PRIC, où on passe de 17,8 à 17,7, donc stabilité. Mais par contre, le fait d'intégrer le PRIC
comme on augmente la dépense et qu'en plus, dans le prix qu'on a de la consommation que l'on avance, là, on descend à CER6. Et dans notre plan de mandat, au départ, et la trajectoire financière, le PRIC n'existait pas. Donc, il vaut mieux lire, si on tient nos engagements, on allait dire autour de 18%, on les tient. Et il y a des éléments nouveaux qui sont arrivés qui amènent cette légère dégradation, mais qui est liée à du bien, puisque c'est de l'argent supplémentaire que l'on gère pour la formation des demandeurs d'emploi. Diapo suivante. Alors, la dette, on a stabilité donc de l'autofinancement, on augmente les investissements, mécaniquement, c'est l'emprunt. C'est l'emprunt, donc notre capacité de désendettement, on donne une projection jusqu'en 2022, nous serons à 3 années 1, nous allons passer à 5 années 4, et l'encours de la dette prévisionnelle, en 2021, va atteindre le milliard et passer à 1,138 milliard en 2022. C'est la poursuite des engagements pluriannuels que nous prenons qui va mener cela. Slide suivante. Alors, on a une stratégie de recours à l'emprunt qui est forte. Notamment, vous verrez au moment du budget, on vous présentera plus d'emprunts, mais un coût de service de la dette plus faible. Alors, on profite des taux, avec un travail entre les taux variables et taux fixes. On profite aussi de financements qui sont donnés à notre force de frappe de la BUI, notamment avec sur matériel ferroviaire de 123 millions d'euros. Nous allons avoir d'autres accès. Nous avons aussi la notation financière qui nous permet d'émettre des billets de trésorerie qui, les derniers billets qu'on a passés, étaient à taux négatif, c'est-à-dire ça avait rapporté une trentaine de millions d'euros. Voilà. Donc on essaie, là aussi, de faire tous les efforts, et moi je remercie les services qui sont sous la responsabilité de M. Guillou, les services financiers et de Didier Simonin, qui ne ménagent pas leur peine au quotidien pour qu'effectivement, eh bien, on a une gestion de nos emprunts qui nous coûte le moins cher possible. Je pense que c'est fini. Non, voilà. Bien,